n'attends pas qu'on te donne, prends ta place, quoi. Vas-y, va à la table. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui donne la parole aux femmes dans les codires et les comex des grandes entreprises. Merci beaucoup Nathalie Rivière d'être parmi nous aujourd'hui. On va parler de ton quotidien, de ta vie, de ton parcours aussi. T'as une singularité dans ton parcours qu'on voit rarement dans les femmes qui ont atteint les postes de direction, qui est d'avoir été maman solo, d'avoir accompagné ton enfant et l'avoir fait grandir, mais en ayant également cette casquette de direction sans avoir le fameux papa. On en parle beaucoup dans d'autres épisodes du podcast. On va parler bien évidemment de plein d'autres choses. Je sais que tu es également bénévole et que tu aimes donner un peu de ton temps, de toi, de tes connaissances, de ton expertise pour accompagner sur des causes qui te sont chères. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Beyond the Role, Nathalie. Merci à toi, Margot Ilona. Avec grand plaisir. Parfait. Écoute, on va démarrer et je vais te demander quelle est ta définition du leadership. Alors, le leadership, pour moi, c'est avant tout une posture avant d'être un statut. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et ensuite, c'est avoir une vision, effectivement. C'est l'incarner par rapport à cette posture et c'est d'ensuite pouvoir fédérer une équipe ou des personnes autour de soi pour avancer, tout simplement. C'est ça ma vision du leadership, ça induit un mouvement. Ouais, c'est pas quelque chose de constant, c'est quelque chose qu'on va travailler sur la durée. Oui, tout à fait. C'est vraiment comme c'est une posture, ça peut évoluer. C'est pas ça peut évoluer, c'est ça évolue. Et j'ai envie de dire heureusement, ça prouve qu'on grandit, qu'on évolue tout au cours de sa vie. Qu'on apprend certaines choses et c'est chouette parce que quelqu'un qui est jeune ou qui n'a pas beaucoup de leadership entre guillemets peut tout simplement espérer évoluer au niveau de sa carrière. Justement, ça me permet de rebondir sur la deuxième question que je pose à chaque fois. Quelle est ta propre définition à toi de l'ambition féminine, justement, cette envie de plus, cette envie de davantage de choses? Alors, l'ambition féminine, déjà, moi j'ai remarqué au cours de ma carrière, mais aussi alors en tant que salariée, mais aussi en tant qu'entrepreneur ces dernières années, on a l'impression que c'est un mot un peu galvaudé. Les femmes sont pas toujours à l'aise avec le terme ambitieuse. Et je pense que moi-même, il y a 15 ou 20 ans, je pense que je parlais pas d'ambition me concernant, alors que j'en avais énormément. Mais je pense que j'osais pas l'avouer. Donc déjà, premièrement, l'ambition féminine, c'est pas un gros mot. J'encourage toutes les femmes à se dire, à assumer, à incarner leur ambition féminine. C'est essentiel pour moi, c'est le feu qui nous anime et qui nous donne envie d'avancer et qui nous permet d'avancer surtout parce que c'est ce feu qui va nous aider à nous mettre en mouvement, à passer à l'action. Et ensuite, la différence, je sais pas si c'est une différence, mais ce que je remarque aussi, c'est que quand on met féminine derrière, souvent, ça donne une connotation de personnes qui ont envie de quelque chose de grand, de faire quelque chose de grand, de faire quelque chose qui aura un impact. Pas juste sur elles, mais sur leur entourage, dans leur société, ou dans le monde. Voilà, c'est toujours avoir quelque chose de plus grand que soi. C'est pas restreint. Voilà ce que c'est pour moi l'ambition féminine. C'est pas restreint, c'est quelque chose qui est en lien avec quelque chose de plus grand, c'est super beau. Et ça résonne beaucoup avec un point qu'on remet très souvent, surtout quand on parle de leadership féminin, de femmes qui sont au pouvoir des entreprises ou même au pouvoir tout court des pays.
et des États. Moi, ce qui résonne et ce qui me questionne plutôt sur cette partie, c'est comment est-ce qu'on arrive à dissocier justement cette idée et ce lien qui est très souvent fait en disant, quand il y a plus de femmes dans les CODIR et les COMEX, les entreprises sont plus responsables, ou quand on met des femmes dans des équipes, l'équipe est plus sociale, on aide davantage les gens, on est plus dans l'écoute. Comment est-ce qu'on arrive à changer un petit peu cet état d'esprit-là? Comment est-ce qu'on arrive à prendre le positif peut-être de cette idée reçue, et comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça en fait? Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle complètement, Margot Ilona. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on parle d'ambition féminine, ou quand il y a des femmes, alors pas toutes, mais quand même la plupart, il y a une question de posture par rapport à l'être. On parle beaucoup de performance, de résultats, mais quand il y a des femmes, il y a quand même quelque chose qui est lié à l'être. Donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que ça remet un peu plus d'humain dans les organisations, et que ça tire les COMEX ou les CODIR dans cette direction-là, d'associer plus d'humain au niveau des équipes, par rapport à ça, dans les réflexions, dans les choix, dans les prises de recul par rapport aux stratégies, etc. C'est pas vrai partout, mais dans celles où il y a une bonne cohésion au niveau de la direction entre les hommes et les femmes, j'ai remarqué que ça fonctionne vraiment très bien, et qu'en plus ça se ressent au niveau des résultats. On le voit bien dans toutes les publications qu'il y a. Enfin, faut pas se leurrer. Voilà, c'est juste un fait, c'est un constat. Donc on peut pas nier. Ceux qui veulent nier, on les laisse nier, mais force est de constater que la réalité est là, les résultats sont là. Et justement, quand on parle de résultats, c'est quelque chose qui est rarement mis en évidence. Quand on parle de leadership féminin, par exemple, on va souvent parler du syndrome de l'imposteur, on va souvent parler de choses assez pas très concrètes, pas vraiment orientées résultats, mais plus sur des ressentis et sur ce syndrome d'illégitimité, justement, c'est vraiment un ressenti. Comment est-ce que toi, dans ton parcours, et donc là, on revient un petit peu avant, quand tu as été dans le CODIR, comment est-ce que toi tu as fait face à cette différence entre le concret et puis l'impalpable, un peu l'invisible, sur lequel tu as dû travailler? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui était plus ou moins difficile, parce que moi j'étais la seule femme dans un COMEX qui comptait je sais plus 8-10 hommes, je crois. Alors j'étais dans le top 5 de l'entreprise, mais quand même il y avait majoritairement des hommes. Enfin, il y a eu une femme, non, c'est pas vrai, il y a eu une femme, mais elle a quitté la société peu de temps après mon arrivée. Donc je me suis retrouvée toute seule. C'est vrai que sur le coup, on se pose pas forcément, enfin, en tout cas moi je me suis pas posé la question. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais peut-être pas encore autant avancé dans ma réflexion par rapport à ça, sur les différences, etc. Donc autant dire que je me suis vraiment suradaptée. Voilà, c'est vraiment ça. Et en même temps, je me souviens plus de ta question. Je suis désolée. Tu vois, je pars dans ma réflexion, je me souviens plus de ta question. C'était autour de les performances concrètes versus les performances un peu plus invisibles. Voilà. Donc c'est vrai que comme j'étais en suradaptation, en fait, je faisais comme tout le monde. Donc j'étais vraiment axée résultat. Mais c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte, en fait, qu'il commençait à y avoir une divergence de mes valeurs. En fait, cette expérience au sein du COMEX m'a vraiment fait grandir, parce que c'est là où je me suis dit, ok, tu as atteint ton Graal, c'était mon objectif, voilà, j'en rêvais, j'ai réalisé mon objectif, top. Mais en fait, c'est comme quand on arrive en haut de la montagne, au sommet, en fait, on se rend compte que ce qui est sympa, c'est le voyage, c'est le chemin. Mais le but en soi, une fois qu'on l'a atteint, ok, next, qu'est-ce qu'on va faire après? Et en fait, j'ai ressenti ça un peu. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on était axé résultat, mais que je ne fonctionnais pas forcément comme les autres personnes du COMEX. Alors après, ce que j'ai envie de dire aussi, parce que je dois le reconnaître, c'est qu'il y a quand même des hommes, effectivement, surtout sur une dizaine de personnes, t'imagines bien que tous n'avaient pas le même profil. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que, alors, il y avait quand même une très bonne cohésion au niveau du COMEX, donc ça c'était chouette, mais force est de constater qu'il y avait des personnes avec des personnalités très différentes. Certains très dominants, extravertis, et puis d'autres un peu plus introvertis. Et ça, c'était intéressant, parce que du coup, ça permet de voir aussi que chez les hommes, il y a des personnalités différentes et qu'on réagit pas de la même façon. Donc,
en gros, tout le monde faisait pareil parce que on avait des comex tous les 15 jours et puis des country visites avec les actionnaires espagnols qui venaient une fois par mois. Donc effectivement, on était très axé performance et résultats. Mais néanmoins, c'est là où j'ai senti que il y avait un truc dans le fonctionnement qui ne m'allait pas complètement dans le système. Et où j'ai découvert, en tout cas même pour moi déjà pour commencer, que la partie humaine et la partie savoir-être, c'est quelque chose qui touchait mes valeurs et que est-ce que je pouvais continuer ou pas dans ce sens-là dans une société comme ça? Voilà, ça m'a amené des réflexions. C'est là où la graine a été semée. Donc c'est intéressant quand même, tu vois, parce que ça amène le suite du parcours. Mais voilà. Alors après, oui, c'est plus ou moins, ça peut être plus ou moins compliqué. Moi, j'en ai pas souffert d'avoir, de sentir cette divergence à un moment donné entre résultat et savoir-être. C'est juste que je pense que mon équipe, je la gérais pas forcément comme chaque autre personne du COMEX. Et j'avais une façon certainement d'aborder les sujets qui était différente. Et en même temps, ça m'a permis de travailler sur ma singularité, ma personnalité, et ça m'a permis d'apprendre à prendre ma place. Donc ça, c'était assez chouette. C'est une belle expérience. C'est intéressant ce que tu partages et je pense que tout le monde a un peu ce questionnement sur comment est-ce que je prends ma place. J'imagine qu'il y a une partie de connaissance, puisque du coup tout le cheminement dont tu parlais t'amène du coup à prendre conscience de tout ça. Et donc dans le COMEX, pardon, j'ai dit CODIR tout à l'heure, mais en effet c'était un COMEX autant pour moi. En tout cas dans ce COMEX-là, tu pouvais voir différentes personnes et j'imagine que certains avaient vraiment pris leur place, d'autres étaient peut-être plus récents, plus jeunes sur le poste et étaient en train de prendre leur place. Comment est-ce que quel conseil tu donnerais toi à quelqu'un qui rentre dans un COMEX demain ou dans une semaine et qui a envie de se préparer peut-être mentalement ou même peut-être carrément avec des compétences particulières? Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Alors déjà, il y a 2 cas de figure. Il y a la personne qui est vraiment, on va dire, la personne qui est entre guillemets un peu jeune pour le poste ou un peu jeune dans le poste ou même dans la vie active, etc. Et qui va peut-être avoir un syndrome d'imposteur et qui se dit oh là là mais j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'accompagne, etc. Donc ça, pas d'hésitation, vous demandez à votre RH. Ils ont des budgets pour ça, il n'y a pas de souci. Ne pas hésiter à se faire accompagner pour la prise de poste. Donc ça, c'est une première chose. Celui qui est plus ancien, c'est le but de sa vie, ça fait 20 ans qu'il trime et puis il arrive enfin, je pense que celui-là, je vais pas lui parler ou il va pas forcément se reconnaître. Voilà. Après, une fois que donc déjà ça permet, si vous vous faites accompagner ou si vous en parlez ou moi aujourd'hui, je prône vraiment le côté humain et le côté personnalité. C'est-à-dire, c'est pas être fragile et vulnérable que de dire je vais prendre un poste qui est stratégique pour la boîte, qui est challengeant pour moi pour X ou Y raison, et aidez-moi à bien le prendre parce que vous avez tout intérêt à ce que je le prenne bien. Voilà. Et ça, en général, votre N+1, qui est souvent le PDG, moi c'était le cas, et votre RH, il est en mesure de l'entendre. C'est complètement logique. Voilà, surtout avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, parce que c'est pas uniquement les femmes, ça s'entend. Quelqu'un qui vous dira, non, on n'a pas le budget, c'est pas vrai. Enfin, à un moment donné, il faut se poser des questions sur la boîte. C'est tellement stratégique sur ces postes-là qu'une entreprise ne peut pas se permettre de pas entendre son collaborateur. Voilà. C'est intéressant ce que tu partages. Là, il y a un point aussi qui revient sur si vous avez peur de prendre un poste potentiellement ou peur de le demander. Finalement, c'est aussi intéressant de montrer que tu es prêt au challenge, que tu as envie justement de faire ce challenge-là dans les meilleures conditions, certes, mais que tu as envie de prendre le challenge et que tu es prête au challenge. Et c'est pas parce que tu veux te faire accompagner que t'es pas le bon fit parce que du coup, tu aurais besoin d'accompagnement. Bien au contraire, tu es le bon fit parce que justement, tu es prêt au challenge et tu es prêt à te mettre dans une situation qui va être un peu inconfortable au début, mais tu le veux, tu le souhaites et ça va être ta motivation justement de faire le job au mieux et de justement être accompagné pour le faire encore mieux. Donc là, on a un point assez intéressant, homme ou femme, pour aller justement aller chercher cet accompagnement-là et s'assurer qu'on le fasse avec les meilleurs moyens du bord. Et le deuxième axe qui me vient quand tu me dis tout ça, c'est la notion de
C'est tellement plus intéressant pour une entreprise d'avoir quelqu'un en interne qui va monter dans un poste, qui va aller se faire accompagner par du coaching, du mentorat, peu importe, plutôt que d'aller chercher quelqu'un en dehors qui devra, quoi qu'il arrive, accompagner et en plus de ça, faire former sur toute la notion de l'entreprise et de la connaissance de l'entreprise. Donc, il y a aussi ce prisme-là et ça résonne beaucoup avec la notion de négociation. Comment on arrive à négocier, comment on arrive à mettre un peu plus de choses dans notre bagage à nous plutôt que de penser que tout est du côté de l'entreprise. Hyper intéressant, merci. Alors ça, la négociation, c'est un sujet, si tu savais. À part entière. J'en ai tellement vu, notamment en mentorat, des femmes qui... on parle du package salarial, mais c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que catastrophe au départ, c'est-à-dire qu'elles n'imaginent pas tout ce qu'on peut négocier dans un package salarial. Qu'il n'y a pas juste parce que quand vous prenez un poste, vous négociez votre salaire à minima quand même, plus tout ce qui est à côté, les avantages en nature, les formations éventuellement, les accompagnements, etc. Et il y a tout ça dedans, en fait. Et c'est vrai qu'il faut pas hésiter, parce que ça montre aussi votre leadership. Voilà, ça montre justement que vous êtes consciente de votre valeur. Donc c'est super important de négocier. C'est super important parce que là, vous commencez à poser vos limites. Si vous arrivez et qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'échange, j'ai presque envie de dire de négociation à minima, c'est aussi potentiellement un signe que peut-être vous vous sous-estimez un peu ou que vous arrivez en disant excusez-moi, oh là là, c'est trop bien, vous me donnez un poste. Mais non, si on vous propose ce poste, c'est que les personnes ont vu votre potentiel. Voilà. Et donc, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Et pareil, là vous faites vous accompagner, donc ne pas hésiter. Il y a plein de clubs féminins, il y a plein de structures aujourd'hui qui proposent des accompagnements même gratuits. Et si vous êtes dans une école peut-être qu'il y a les anciens qui le font. Moi je le fais avec à l'EM Lyon en mentorat. Faut pas hésiter, quoi. C'est tellement important et ça va vous changer la vie. Surtout si vous êtes une maman solo comme moi j'étais à l'époque avec 2 enfants. Si vous prenez 15% de plus sur votre salaire, sur votre package salarial, c'est quand même pas neutre, 15 ou 20%. Donc c'est juste, faut pas hésiter, c'est normal. Complètement, c'est intéressant de le mettre dans son quotidien. Et quand vous entendez les hommes qui en parlent, c'est vrai, là j'ai des conversations qui me reviennent avec mes anciens collègues du COMEX. Alors, je peux vous assurer qu'ils avaient pas peur. Donc allez-y, parce que si vous y allez pas, d'autres vont le faire à votre place et vont prendre cette enveloppe, de toute façon, que les entreprises ont pour les négociations salariales. Donc allez-y. Vous ne privez personne, Vous ne privez personne. Au pire, qu'est-ce que vous risquez? Ils vont vous dire non. Ouais, mais vous aurez essayé. Et s'ils vous disent oui, potentiellement, ça peut changer votre quotidien ou celui de vos enfants. Donc allez-y à fond, ne pas hésiter. Ouais, complètement. Oser le faire et en effet, je pense qu'il n'y a pas de. On s'imagine parfois qu'il y a des côtés négatifs à le faire, que ça y a des retombées négatives. Je pense que c'est pas le cas, bien au contraire, surtout sur ces postes-là. Et en plus de ça, derrière, il y a une envie différente quand on a négocié, quand ils ont prouvé qu'ils avaient des attentes et qu'ils ont accepté une négociation, soit ce qu'on a demandé, soit il y a eu une win-win, un endroit de win-win où on a trouvé un commun accord. En fait, derrière, mentalement et de manière complètement inconsciente, on va être davantage motivé parce que justement, ils nous ont montré qu'ils avaient confiance. En effet, qu'ils avaient vu le potentiel. C'est encore plus prouvé que simplement le fait qu'on t'ait donné un poste. C'est déjà prouvé. En plus, si on accepte ta négo ou qu'en tout cas on accepte de négocier, c'est encore une autre preuve de plus et sur laquelle on peut s'appuyer sur le reste. Moi, j'aimerais connaître un petit peu ton quotidien et ce que tu as vécu toi justement quand tu as pris ce poste dans le COMEX. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi, dans ta tête, dans ton cerveau, dans tes pensées? Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'était un peu le Graal. Alors, je pense que l'objectif, entre guillemets, que je m'étais fixé dans ma vie salariale, dans ma vie professionnelle, c'était d'avoir un poste de direction parce que je voulais avoir de l'impact. Je voulais avoir un poste stratégique, déjà pour me challenger moi, pour me dire yes, je l'ai fait. Certainement aussi pour
alors quand je dis me prouver que j'étais capable, certainement surmonter mon syndrome de l'imposteur, parce que bon, faut bien dire que 90% de personnes l'ont, hein, donc bon, voilà. Donc déjà, j'ai touché ce gras-là en ayant un poste de direction. Et puis le COMEX, c'était vraiment, tu sais, c'est l'image de l'antichambre avec la porte feutrée où tu peux pas rentrer en fait. Et je me faisais des montagnes et voilà. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, ok, alors c'est pas que j'ai pas été déçue, mais je m'attendais pas forcément à ça parce que c'était énormément de réunions, beaucoup de reporting. Donc c'est pas le plus important, mais c'est vrai que c'est stimulant parce que du coup, résultat, performance, et voilà, moi j'aime bien le challenge, donc c'est c'est un vrai booster au quotidien. Après, j'avais une équipe sur toute la France, donc je voyageais beaucoup toute la semaine, donc en avion, en TGV, un peu partout en France pour voir mon équipe, et ça c'était très chouette aussi, parce que j'avais envie et besoin de rester proche d'eux. Mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce que il y a quand même tellement d'attentes sur ces fonctions-là, en termes de reporting par rapport à la France, mais aussi par rapport à l'étranger, parce que on reportait effectivement, comme je le disais tout à l'heure, à des actionnaires qui venaient tous les mois. Voilà, il y a une phase de préparation qu'on n'imagine pas. Et c'est vrai que je revois avec mes collaborateurs quand ils essayaient de me caler des entretiens avec eux, qu'il fallait que j'aille à Lille ou à Marseille ou à Bordeaux, et qu'ils voyaient Comex ou Country Visit dans l'agenda, ou préparation de la Country Visit la journée avant avec le PDG, et voilà, ils comprenaient pas toujours, et c'est vrai que voilà, il fallait leur expliquer, mais c'était très stimulant, très intéressant. Voilà, et très chouette, et puis c'est challengeant. Après, bon, voilà, j'y suis restée 3 ans. Je suis quelqu'un qui me lasse assez rapidement, donc c'est vrai que 3 ans, c'était quand même déjà pour moi, c'est un peu long, 3 ans. Mais bon, c'est vrai que je voyais déjà l'après, donc, mais c'est une expérience fabuleuse. Et puis en plus, quand on réalise entre guillemets ses rêves et qu'on atteint, bah voilà, une fois que je l'ai fait, c'était coché. Et après, je me suis dit, bon, bah, ok, bah, maintenant, il faut que je parte sur autre chose de complètement différent, parce que ça, je l'ai vécu et je l'ai bien vécu. Donc voilà. Mais c'était très chouette. Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, parce que, forcément, on n'a pas la même vision de l'entreprise, parce qu'on fait partie des personnes qui décident de la stratégie. Donc ça, c'est super intéressant. Quand tu dis on fait partie des personnes qui décident de la stratégie, tu peux élaborer ? Par exemple, alors, quand on est sur un COMEX comme ça, avec donc des directions commerciales, directions financières, donc le PDG, des business units, c'est effectivement, on se retrouve, on discute ensemble, on parle chiffres, mais ça, je passe. Mais c'est en termes de développement de l'entreprise, entre ce que veulent les actionnaires et ce qui est faisable sur le terrain, c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a de la négo en interne, même dans le COMEX. Et en plus, quand il y a des cultures différentes, voilà, entre l'Espagne, le Portugal ou les États-Unis et puis la France, voilà. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on n'imagine pas forcément que dans le COMEX, il peut y avoir des négociations en interne, voilà. Après, c'est vraiment aussi des discussions et des négociations en interne en fonction des personnalités aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a de très fortes personnalités, et ça, c'est important aussi pour se faire entendre. Mais pour se faire entendre, on se rend compte qu'il y a différentes façons de faire. Il peut y avoir celui qui est très dominant, et puis il peut y avoir celui qui est plutôt effacé et qui se fait un peu bouffer, hein, et qui ramasse les miettes. Et puis il peut y avoir d'autres personnes, mais qui arrivent avec une autre approche plus humaine, et ça, c'est chouette aussi. Et c'est vrai que quelque part, j'ai appris aussi à prendre ma place, je pense, grâce un peu au COMEX. Ouais, je pense aujourd'hui. Ouais, ça m'a enlevé entre guillemets le syndrome de l'imposteur. Ça, je me suis dit ok, j'y suis. Bon, puis j'y suis restée, donc c'est quand même un signe. Sinon, en général, on se dégage assez rapidement sur ces fonctions-là. Et puis après, du coup, pour rebondir, ça m'a apporté, mais pour moi, de la légitimité, parce que j'ai trié dans ce que j'aimais faire.
et dans ce que je n'aimais pas faire. Voilà. Donc c'est vraiment un très bon souvenir. C'est chouette comme expérience. J'engage toutes celles qui peuvent le faire à le faire. Voilà, si on vous propose un peu, mais allez-y, vous réfléchissez pas. Voilà, moi je m'y attendais pas quand on me l'a proposé. Mais voilà, on n'est pas forcément prêt, je veux dire psychologiquement, on se réveille pas un matin, on se dit tiens demain, si on me propose un poste au Comex, je vais y aller. Non, on vous propose de différentes façons, mais n'hésitez pas, parce que de toute façon vous allez grandir, de toute façon vous allez apprendre, et derrière c'est un super tremplin. Quoi qu'il arrive, c'est un tremplin derrière. Et justement, toutes ces personnes qui se disent un peu comme toi, mon objectif ultime, c'est d'atteindre un poste de direction, d'avoir plus d'impact, de pouvoir impacter les décisions, changer peut-être certaines choses dans l'entreprise. Comment est-ce que ce serait quoi un peu la stratégie, le système, je sais pas, que tu aimerais partager, qui pourrait les aider? Peut-être, je sais pas, on nous a partagé des fois dans le podcast l'idée de formation continue, voilà, des choses à mettre en place et à s'assurer d'avoir pendant sa carrière, puisque bon, on n'arrive pas sur un poste de direction en claquant des doigts après une école de commerce ou après une école d'ingénieur, mais le but c'est de se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer d'avoir davantage les épaules quand on nous le propose. Alors, dans toutes les formations, les trucs comme ça, ok, on vous l'a déjà dit, donc pourquoi pas. Mais j'ai envie de vous dire, ça c'est la partie très théorique. Ce qui est important, c'est tout ce qu'on ne vous dit pas et tout ce qu'on vous apprend pas en école de commerce. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais parler notamment aux femmes, ok? Parce que c'est un des premiers sujets que j'aborde avec les personnes que j'accompagne et auxquelles elles pensent pas. C'est déjà vous renseigner, déjà dire que vous avez envie d'évoluer, premièrement. C'est-à-dire, si vous le dites pas, on le saura pas. Et si on le saura pas, c'est une opportunité à un moment donné, comme souvent les opportunités à la base elles sont cachées. C'est-à-dire que quand on est dans un Comex, on dit, en gros, on sait 6 mois avant ce qui va se passer, voire même 1 an avant. Donc, si on sait que dans 1 an, il y a un poste, mais que vous vous positionnez pas, voilà. Donc, si vous avez une envie, même si c'est pour dans 2 ans, dites-le, parlez-en avec votre manager. Et même avec vos N+2, si à un moment donné, vous êtes au café, vous avez l'occasion, parlez-en, dites-le. Ensuite, il y a tous les jeux politiques. Et ça, il faut en être conscient. Il n'y a pas de formation là-dessus. C'est juste du bon sens et d'ouvrir un peu les oreilles, les yeux, et de voir comment ça se passe. Et puis de parler avec les différentes personnes. Oui, vous avez le PDG, mais vous avez son assistante. Elle sait plein de choses. Vous avez effectivement les personnes qui sont au Comex, et puis les personnes qui travaillent avec ces personnes-là. Parfois, ces personnes-là, elles ont un bras droit. Échangez avec ces gens-là. Essayez de vous tenir au courant de ce qui se passe dans la boîte et des évolutions de la vision de l'entreprise, mais des évolutions à venir dans la boîte. Ça va vous permettre de vous positionner ou de voir si vous pouvez vous positionner à un moment donné. Et puis ensuite, quelque chose aussi qui est très important, c'est les alliances. Soyez consciente des alliances. Vous pouvez pas performer, vous pouvez pas arriver si vous avez personne qui est votre allié. Ça peut être le PDG directement, ça peut être dans un Comex de 10 personnes, 5 personnes, mais s'il y en a qui peuvent pas vous encadrer, c'est important de le savoir aussi, et du coup de jouer avec vos alliés, de jouer, c'est un peu stratégique, et je suis désolée de vous le dire, mais bon, il y en a beaucoup qui aiment pas ça, mais malheureusement c'est ça. Il y a beaucoup d'humains, il peut y avoir de l'humain, parce qu'il y a des boîtes aujourd'hui, des entreprises à mission, qui sont beaucoup plus dans le côté humain, dans l'organe, et tant mieux. Mais peut-être que vous êtes dans une entreprise où l'humain n'est pas encore suffisamment développé à votre goût. Et c'est vous qui allez apporter ça, qui allez travailler là-dessus. Donc, soyez consciente des alliances. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Si vous travaillez si vous avez ces 3 piliers en tête, en plus des compétences, etc. Alors bien sûr, ensuite, la 4e, c'est votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus que votre collègue qui est hyper dominant, qui la ramène toujours en réunion, etc. Voilà, c'est ça, et travailler là-dessus. Mais le savoir-être et tout ce que vous allez pouvoir grappiller comme information parallèle autour, si vous travaillez dessus,
vous pouvez faire une grosse différence. Parce que les décisions, ne vous l'aurez pas, elles se prennent pas à la fin de l'année, hein. Voilà, les budgets sont votés à la fin de l'année. Ça, c'est voilà, malheureusement ce qu'on dit aux équipes, etc. Mais enfin, on le sait, quand on a des plans sur 2 ans, sur 3 ans, vous imaginez bien que, en gros, les lignes budgétaires, elles sont faites. Voilà. Et le déroulement de la stratégie, il est plus ou moins fait aussi. Alors bien sûr, là, on est dans un temps aujourd'hui où il faut être hyper adaptable par rapport à la conjoncture, etc. Mais néanmoins, les entreprises ont quand même une feuille de route. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Donc les jeux politiques, alors déjà communiquer sur le fait que vous avez envie d'y aller et sur quel poste. Voilà, est-ce que c'est dans la même équipe ou potentiellement est-ce que c'est dans une autre équipe? Et dans ce cas-là, ça veut dire avoir les compétences, etc., etc. Et travailler déjà de votre côté, peut-être faire partie de clubs ou être actif dans l'entreprise ou dans d'autres, voilà, ou dans des associations en parallèle pour pouvoir étayer sur ma valeur ajoutée, c'est ça. Et je m'y prépare depuis plusieurs années en parallèle. Les jeux politiques et les alliances. Voilà, c'est important. Ouais, et c'est ce que tu dis, c'est pas ce dont on parle. D'ailleurs, quand on parle beaucoup de leadership et encore plus de leadership au féminin, on va tout revenir à la légitimité, à cette idée-là de quelle est ma place, comment est-ce que je peux parler en réunion, etc. Alors, je dois t'avouer quelque chose, Margot Yona. J'aime pas quand on dit le leadership féminin. C'est vraiment, pour moi, le leadership n'a pas de genre. On parle de compétences, voilà. Mais de dire le leadership, je sais, on l'entend beaucoup, on voit beaucoup de leadership au féminin, machin au féminin. Enfin, non, c'est leadership, on en a ou on n'en a pas. Si on en a, déjà, être leader, c'est être leader de sa vie. Et être leader, souvent, les femmes ne se voient pas comme ambitieuses, on le disait tout à l'heure, se voient pas comme leader. Mais vous pensez pas que vous êtes leader? Alors, réfléchissez. Vous êtes maman, vous vous organisez, enfin voilà, tout ce que vous faites dans une journée, réfléchissez. Est-ce que vous pensez pas que vous êtes leader dans votre vie déjà? Voilà. Alors, est-ce que vous êtes capable de gérer une équipe? Les équipes, elles font pas forcément 15 personnes. Réfléchissez un peu. Eh oui. Vous gérez votre famille, vous gérez votre job, vous êtes maman solo, ça veut dire que vous gérez ça, plus peut-être des déplacements, plus peut-être voilà, des associations à côté. Vous êtes leader, forcément vous êtes leader. Et souvent, les femmes se rendent pas compte à quel point elles portent beaucoup de choses, elles font beaucoup de choses. Donc souvent vous l'êtes, mais vous n'osez pas vous l'avouer vous-même. Voilà. Donc vous n'osez pas postuler. Ouais, et puis dans la notion de leadership au féminin, ce qu'on cache derrière, finalement, c'est des conditionnements. C'est pas le leadership en soi qui est féminin. C'est le conditionnement qui t'amène et en effet, à conscientiser que tu l'es déjà ou pas. Et donc, en effet, de manière conditionnée, les hommes pensent inconsciemment, déjà, de fait, qu'ils sont leaders. Et c'est un peu l'inverse pour les femmes. Je suis tellement alignée avec toi. Et justement... Ils pensent au pouvoir et fatalement, nous aussi, on pense au pouvoir quand on pense leadership. Alors qu'en fait, non, le leadership, voilà, et on le voit bien avec les leaders aujourd'hui qui sont plus humains. Voilà, je pense à des exemples comme Pascal Demurger pour les hommes et Maud Bailly, par exemple, pour les femmes, qui sont pour moi deux personnalités très inspirantes. Et ben, quand elles parlent de leadership, c'est du leadership humain et c'est du leadership naturel. C'est pas je tape sur la table. Voilà. Et ça doit être ça, le leadership pour moi. Aujourd'hui, je pense qu'on ira de plus en plus, alors pas que vers ça, mais pour moi, le vrai leadership, c'est ça. On n'est pas obligé de taper du poing sur la table pour avancer. Et justement, on en revient à la notion de performance. Le leadership humain n'est pas un leadership qui ne performe pas ou qui, du coup, va utiliser la performance d'autre chose pour pouvoir aller chercher cette notion d'humain, bien au contraire. Comment est-ce que toi, tu le vois, justement, ce lien entre performance, leadership humain, pour toi? Eh ben, pour moi, je le vois... Alors j'ai des cas, je réfléchis parce que j'ai des cas en tête de collaborateurs. C'est d'accompagner, pour moi c'est accompagner ses collaborateurs, même peut-être des personnes qui se pensaient pas capables de, par exemple remporter des gros appels d'offres, ou bien qui n'avaient pas forcément à la base les mêmes bagages que d'autres personnes dans l'équipe, etc. Et finalement ces personnes-là
vont se dépasser et vont hyper performer. Et ça, moi, je l'ai vu dans mon équipe. Donc pour moi, le leadership humain, c'est ça, c'est être capable de prendre n'importe quelle personne et de la mener au-delà de ce qu'elle pensait peut-être réaliser. Et donc déjà pour elle humainement, c'est super chouette parce que elle sort galvanisée et puis hyper fière et satisfaite. Et pour l'équipe, c'est top aussi parce que du coup, c'est chouette, c'est motivant même pour les autres à côté en termes de compétences. Et pour l'entreprise, elle a tout à y gagner parce qu'elle a des personnes hyper motivées, hyper investies et en plus qui performent. Et en image de marque même de l'entreprise derrière, s'il faut des témoignages collaborateurs, etc., c'est top. Donc on a tous à y gagner en fait, à faire du leadership humain, plus humain. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où effectivement l'être est vachement plus au centre des préoccupations que le savoir-faire. Voilà, ça de toute façon, on peut facilement le faire. Les compétences, tu fais une école, une formation, tu te fais accompagner, ok. Mais le savoir-être, tu l'as ou tu l'as pas à un moment donné. Voilà, il y a des personnes qui l'auront jamais, et puis il y a des personnes qui évolueront dans le bon sens. Voilà. Et qui évolueront, c'est ce que tu dis, qui vont aller le chercher aussi. C'est-à-dire qu'elles l'ont pas fait vivre et ça se voit pas forcément tout de suite. C'est parce que là, ceux qui nous écoutent parfois peut-être se disent ah non mais moi pas du tout, je suis incapable de sortir le potentiel de quelqu'un, je n'arrive même pas à le voir. Potentiellement tu l'as, mais t'es pas allé le nourrir et l'enrichir et du coup tu le vois pas en fait. Donc il y a un point aussi intéressant sur la notion que ça évolue quoi. Ça, c'est potentiellement quelque chose que tu as, mais que tu n'as pas arrosé, que t'as pas enrichi et avec cette partie-là de je vais aller plutôt vers un leadership humain, potentiellement, certaines personnes passeront peut-être plus de temps à se dire comment est-ce que je deviens leader, alors que quand on voit un leader que par la performance, que par parfois le pouvoir de l'argent, etc., parfois ça te... T'as pas envie, t'es un petit peu en décalé, tu te sens peut-être pas aligné avec cette idée-là de leadership aussi, donc c'est intéressant de montrer cette autre vision et qui, je pense, n'est pas du tout un leadership féminin, justement. C'est pas parce que c'est un leadership humain que c'est un leadership pour femmes uniquement. Il y a plein d'hommes qui le font également. Et il y a de plus en plus d'hommes. Il y a de plus en plus d'hommes. Exact. Et je pense que le fait que les femmes prennent de plus en plus la parole là-dessus, je pense notamment à LinkedIn, je me rends compte aussi que, on peut le constater, c'est que ça ouvre de plus en plus aussi la parole par rapport aux hommes. Il y a des hommes qui répondent, qui disent bah oui, complètement, je suis ok avec cette vision de leadership. Donc qui sont dans cette dynamique-là aussi, qui ne l'auraient peut-être pas dit il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui se retrouvent aussi, parce que les hommes sont pas tous des mâles alpha dominants. Et heureusement. Voilà, comme les femmes sont pas toutes des petites poupées qu'il faut prêtes à se casser, voilà. Donc c'est ça qui est chouette. Et puis par contre dans un comex, je pense qu'il faut de tout. C'est important. Moi c'est vrai que mon équipe était assez diverse. Je parlais un peu de Macédoine parce qu'il y avait des personnalités très différentes et c'est un des conseils d'ailleurs qu'on m'avait donné quand j'étais plus jeune. On m'avait dit, voilà, le jour où tu as une équipe, il faut des personnalités et des profils différents. C'est ce qui fait la richesse de l'équipe, la diversité. Et donc, c'est ce que j'ai toujours fait en sorte de faire. Et c'est vrai que c'est super chouette parce que du coup, ça fait évoluer l'équipe, le reste de l'équipe. Ça les fait se challenger entre eux. Ça apporte une dynamique parce que tout le monde n'est pas toujours au top tout le temps et puis pour l'entreprise c'est bien aussi, voilà, parce que c'est pas toujours les mêmes profils à un moment donné, voilà, tu peux vite chuter, alors que quand tu as des profils différents, on a toujours un peu plus créatif, tu as toujours une idée qui fuse quelque part et c'est ça qui est important. Et justement, ça me fait rebondir sur la partie de recrutement. Quand tu es dans un comex, comment est-ce que tu gères? J'imagine que de temps en temps, tu peux arriver sur un poste où tu n'as pas forcément choisi ton équipe, versus ça peut être des postes dans lesquels tu peux potentiellement choisir ton équipe. Comment ça se passe selon ton expérience? Alors moi, j'ai eu un peu tous les cas de figure. Voilà. Moi, j'étais à bonne école en plus là-dessus. Parce que j'ai eu tous les cas de figure. Je suis arrivée, effectivement, j'avais quelques personnes dans mon équipe, j'ai dû créer toute l'équipe, et en même temps,
J'ai fusionné avec une autre équipe, donc j'ai récupéré les autres collaborateurs dans lesquels il a fallu que je fasse le tri parce que le précédent n'avait pas fait. Enfin bon, donc ça a été assez complexe. Donc j'ai eu tous les cas de figure. Oui, c'est pas évident quand on choisit pas ses collaborateurs. Effectivement, ça peut amener des tensions, notamment avec l'équipe que toi tu as construite. C'est ok, mais en même temps c'est la vie de l'entreprise. Voilà, on n'arrive pas toujours avec une page blanche. Donc on apprend beaucoup. Après, faut pas se leurrer. Quand tu es sur un poste de direction, tu es aidé par les DRH et par leurs équipes. C'est vrai qu'à Prosegur, on avait une super équipe RH. Donc ça aide beaucoup. Et ça, c'est un atout. Voilà, mais ah oui, si, oui. Il faut être en lien avec eux, il faut vraiment avoir un échange constant. C'est eux qui font, oui. Alors déjà, effectivement, donc c'est être en lien avec eux, c'est beaucoup échanger avec eux parce que c'est eux qui font, déjà c'est eux qui vont rédiger potentiellement les offres. Ensuite, c'est eux qui vont faire les premières visios, les premiers calls pour trier. Après, on va voir les CV. Et là, on va voir si ça match ou ça match pas. C'est beaucoup de temps à passer avec les RH. Donc c'est indispensable de toute façon d'avoir effectivement d'être proche. Alors d'une façon générale, moi je dis il faut être proche de toutes les entités. Moi je fais pas de distinction. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a une équipe à monter ou quand on a à créer ou qu'on a justement des coupes à faire dans certaines équipes, bah, si on n'est pas en cohérence avec les RH, ça va être très très compliqué, quoi. C'est hyper intéressant et ça rebondit sur un point revient quand même quand on parle des postes de direction. L'idée de justement être à l'origine des décisions pour les personnes qu'on va laisser partir. Comment est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu peut-être? Quel est ton rapport par rapport à ça dans ton expérience? Alors, forcément, j'ai recruté, donc forcément, j'ai fait partir. Je pense que c'est la chose la plus difficile, sans hésiter, que j'ai eu à faire dans cette fonction-là. Ouais, c'est la chose la plus difficile et tu vois, parfois, j'y pense encore. Voilà, par rapport à certaines personnes, effectivement. Donc oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Après, ça dépend. Il y en a avec qui c'est plus facile parce que c'est juste une évidence en termes de résultats ou en termes de savoir-être. Et puis on est humain. Il y en a d'autres. Voilà, humainement parlant, il y a des décisions qui peuvent venir pour le coup, du PDG qui dit ça pour une raison en particulier. Et tu dois appliquer, on va dire, la décision. Moi, je l'ai fait une fois, ça, et je me souviens, je sais pas si allez, je me livre, je le dis, je dépose ça aussi. C'est, je pense, la chose le plus difficile, oui, c'est un licenciement difficile que j'ai eu à faire, où effectivement j'ai annoncé la chose à la personne. J'en dirai pas plus parce que voilà. Mais après l'avoir fait, je suis allée voir mon PDG. Je lui dis là, tu vois, je l'ai fait à ta façon. C'est terminé. C'était la seule et la dernière fois. À partir d'aujourd'hui, je vais faire à la façon Nathalie Rivière. Et là, ça m'a permis de prendre ma place, tu vois. Donc il y a des choses, des décisions parfois qu'on prend parce que ou qu'on fait, qu'on applique, sur lesquelles on n'est pas en accord. Et cette décision-là, pour moi, du coup, qui était entre guillemets, c'était un peu un échec pour moi parce que je l'ai fait à la façon dont on m'avait dit de le faire et je me suis pas reconnue en termes de valeur. Et ben derrière, tu vois, ça a été une opportunité parce que j'ai dit à mon boss plus jamais. Et effectivement, derrière, ça m'a permis de prendre un peu plus ma place et de dire ok, bah là j'ai dû le faire comme ça, mais je suis pas alignée. Dorénavant, je le ferai pas comme ça. On dit souvent qu'on a besoin d'aller au-delà de ses limites pour savoir justement où est-ce qu'elle est. Peut-être que du coup c'est ça, t'as cross-pass un petit peu cette limite-là et tu t'es dit non, là c'est pas possible. Et donc je reviens et je connais ma limite désormais et je sais la manière dont je vais le faire. Ouais, humainement parlant, voilà, il me fallait peut-être ça pour me dire, pour me sentir alignée sur ce sujet-là de RH et sur ce que j'étais capable de, en tout cas sur la façon de le faire. Et c'est vrai que derrière, je me suis beaucoup plus respectée et du coup dans la façon de faire avec les personnes, je l'ai fait à ma façon aussi et pas à la façon, voilà, d'une personne qui fonctionnait pas comme moi. C'est hyper intéressant parce que dans ce que tu partages, j'entends que
finalement, c'est pas le fait de le faire ou de pas le faire. C'est-à-dire que c'est plus autour de la façon de le faire, de la manière dont tu vas l'amener. Parce que de facto, voilà, on est dans une entreprise, il y a besoin de faire rentrer des gens et de recruter, il y a besoin de faire partir des gens. Il y a des pays dans lesquels d'ailleurs c'est bien plus naturel qu'en France, ce principe-là. En France, c'est vrai qu'on est très sécurisé, il y a beaucoup de difficultés à faire partir quelqu'un, même si du coup ça arrive quand même. Quels seraient tes outils? Donc là, on en a un premier, c'est le faire à sa façon, comprendre la manière dont toi, tu as envie de le faire et tu as envie de l'amener avec tes valeurs. Est-ce que tu as d'autres outils, d'autres stratégies pour justement, comme tu l'as dit, c'est la chose la plus difficile que tu aies dans ce poste-là. Qu'est-ce que tu pourrais apporter, donner comme conseil à quelqu'un qui peut-être ne veut pas prendre ce poste à cause de ça, parce qu'elle n'a pas envie ou il n'a pas envie d'être face à ça? Alors, s'il veut pas, ça va être compliqué sur un poste comme ça, hein, parce que ça fait partie des responsabilités, hein. Donc après ça dépend, enfin peut-être qu'il y a des boîtes où c'est les RH qui gèrent tout, mais en même temps j'y crois pas trop parce que ça fait perdre, enfin sur un poste de direction tu prends des stratégies, tu prends des décisions, enfin c'est normal que tu accompagnes ton équipe et tes collaborateurs, enfin tu les fais rentrer, bah c'est normal que tu les accompagnes aussi potentiellement vers la sortie, mais tu peux les accompagner à ta façon. Voilà, ou voilà, d'une façon plus humaine. Donc pour moi c'est compliqué, je vois pas comment tu peux avoir un poste stratégique comme ça si t'es pas capable. Après ça dépend peut-être des entreprises, voilà, moi dans les entreprises où j'étais, voilà, t'as une équipe, tu gères ton équipe jusqu'au bout, voilà. C'est la notion de responsabilité dont tu parlais. C'est ta responsabilité de gérer cette partie-là, et quand tu prends ces postes de direction, tu prends aussi la responsabilité qui va avec. Et oui, c'est comme les chiffres, enfin t'es responsable. T'es responsable quand c'est bien, mais t'es responsable quand c'est moins bien aussi. Donc, humainement parlant, je veux dire, si dans ton équipe, t'as quelqu'un qui se comporte mal, pas qui fraude, mais qui, tu vois, au niveau des chiffres ou n'importe commercialement parlant, bon, et ben voilà, t'es responsable aussi qui déclare, je sais pas, des faux chiffres, etc. T'es responsable. C'est logique que tu sois responsable aussi d'annoncer à la personne. Enfin, à un moment donné, si tu es le manager, si tu délègues ça à quelqu'un d'autre, même par rapport à la personne, limite, enfin, tu vois, moi, en tout cas, dans mes valeurs, c'est normal que ce soit moi qui l'accompagne, c'est moi qui l'ai recruté, c'est moi qui l'accompagne au quotidien. Je trouve ça normal, c'est pas déconnant que ce soit moi qui lui annonce. Et c'est intéressant parce que du coup tu le mets dans le même panier. C'est-à-dire que toute cette partie-là, c'est la responsabilité des moments cool et comme des moments un peu moins sympas. C'est comme dans la vie en fait, comme dans ton quotidien. T'as pas que les côtés sympas sur un poste de direction. T'as beaucoup de côtés qui sont déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très administratif, c'est très effectivement résultat. Bon, t'es beaucoup jugé, t'es beaucoup évalué sur la performance, etc. Forcément, mais la performance de ton équipe et le fait de rentrer des personnes ou d'en sortir, ça fait partie de la performance, ça fait partie de ton budget, ça fait partie de tes lignes en fait. C'est toi qui en réponds. Donc c'est logique. Donc quelqu'un qui se sent pas capable là-dessus, peut-être que c'est un sujet qu'il faut évoquer avant de se positionner, ou bien en fonction de l'organisation de la boîte. Je dis pas que c'est rédhibitoire parce que je connais pas toutes les organisations de toutes les entreprises. Peut-être que il y a des façons de faire qui peuvent être différentes. Moi, je les ai pas connues. Pourtant, j'étais dans des grands groupes. Tous les managers étaient responsables de leurs collaborateurs, des entrées comme des sorties. Voilà. Après, comme je disais tout à l'heure, la proximité avec les RH, pour moi, est indispensable sur des postes comme ça, parce que on a tellement besoin d'eux. Bon, alors en plus, moi, j'avais des représentants du personnel, donc encore plus. Voilà, c'est vraiment donc des personnes syndiquées, etc. dans mes équipes. Donc voilà, forcément, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui donne de la dimension au poste. Voilà, moi si j'étais juste restée sur la direction commerciale, voilà, je pense que j'avais besoin que ça touche un peu tout, donc c'était parfait. Ouais. Justement, dans ce que tu dis là, peut-être qu'il y a juste un point, donc évidemment, si on s'en sent pas capable et que c'est trop, en effet, c'est peut-être pas aligné. Par contre, si je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la notion de façon de faire, c'est pas parce que vous avez vu des gens leaders le faire d'une certaine manière que potentiellement vous êtes pas comme ça, enfin vous avez pas envie de faire ça. Mais justement, j'ai envie de vous dire, justement, ça peut être l'occasion de vous dire, moi, et quand je parlais d'impact et d'ambition féminine, moi, c'est ce qui m'a donné envie aussi.
parce que j'ai vu comment certaines personnes, ou même moi, en fait, j'ai essayé d'être le manager que j'aurais voulu avoir. Dans un monde d'hommes en plus, voilà, parce que j'ai quand même évolué pendant plus de 20 ans dans des secteurs plutôt très masculins. Et ben voilà, c'est amener un peu, pas de douceur, mais un peu plus de rondeur et d'humain. Quand je dis rondeur ou de douceur, c'est pas, faut pas le prendre dans le terme, voilà, bisounours et câlinou. Non, c'est de l'humain en fait. Et c'est ça qui manquait. Et c'est ça que j'avais envie, c'est ça l'impact que j'avais envie d'avoir. Donc, si vous avez envie d'avoir un impact dans la boîte dans laquelle vous êtes, mais justement, allez-y. C'est justement là où vous allez pouvoir faire quelque chose. C'est de dire, OK, est-ce que je vais pouvoir contribuer et apporter une façon de faire différente? Et allez-y, testez. De toute façon, si ça va pas, on vous le dira. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Vous en faites pas. Mais voilà, moi j'ai fait différemment et ça s'est très bien passé. Donc voilà, allez-y, testez. De toute façon, on apprend en marchant. Donc allez-y. Une fois de plus, qu'est-ce que vous risquez? Rien. Justement, là, il y a un point sur l'ego. Qu'est-ce qu'on risque? Simplement une petite piqûre à l'ego qui veut toujours bien faire, toujours être parfait. Si on vous dit, de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc., moi, c'est pas grave. Et je pense qu'il y a un point aussi où, moi, je le mets beaucoup en avant, c'est que faut tenter énormément de choses dans son entreprise, comme tu as dit, sur la notion d'impact, etc. Si on se rend compte qu'on est totalement pas aligné, qu'il y a vraiment aucun changement qui se passe, et que vraiment il n'y a pas de mouvement, bon, il y a plein d'autres entreprises aussi. Mais je pense ouais, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Derrière, si vous n'êtes pas aligné au niveau des valeurs, il faut partir. Faut pas tourner pendant 107 ans. Moi, je vous le dis cash, partez. Voilà. Parce que si vous vous levez le matin, que vous avez la boule au ventre, bon, voilà, je vous passe tous les posts qu'il y a sur LinkedIn ou ailleurs sur le burn-out, sur les bore-out et compagnie, mais c'est exactement ça. Et puis, il y a tellement d'autres opportunités aujourd'hui, quand on vous dit qu'il n'y a pas de boulot, etc., sur des postes comme ça, mais bien sûr que si. Et d'autant plus si vous avez une fibre humaine, les entreprises cherchent ça aujourd'hui. C'est ce qui a le vent en poupe. Donc allez-y. Vous n'avez absolument rien à perdre. Totalement, merci. On termine là-dessus avec les 2 dernières questions. Quel est le pire conseil qu'on ne t'ait jamais donné? De rester à ma place. Le pire conseil, c'est de me dire fais pas trop de vagues, reste à ta place, dis pas ce que tu penses. Voilà, je pense qu'il faut faire je pense qu'il faut faire tout l'inverse, parce que là ça pousse à la suradaptation et c'est trop de charge mentale. Voilà, et c'est épuisant. Et on ne le tiendra pas sur la longueur. Non, du tout. Et quel est le meilleur conseil alors qu'on ne t'ait jamais donné, Nathalie? Alors il y en a 2. Il y en a un que j'ai cité tout à l'heure, c'est quand vous avez une équipe, c'est d'avoir une équipe un peu macédoine avec des profils différents. Donc là je le redis. Mais vraiment le meilleur conseil, c'est n'attends pas qu'on te donne, prends ta place quoi. Vas-y, va à la table. Et c'est ce que j'ai mis en application pour le dernier poste que j'ai eu et qui m'a permis de rentrer au COMEX et je n'en regrette rien. Donc allez-y. Vous ne risquez rien. Va à la table. Vous ne risquez absolument rien. Je vous le promets. J'adore. Merci beaucoup pour tous tes partages, Nathalie. C'était passionnant comme d'habitude. Je pourrais continuer de te parler pendant des heures. Il y a énormément de conseils, de valeurs, de partage et on sent aussi toute l'expérience que tu as pu avoir. Donc merci infiniment. Merci infiniment. Et pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheWall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.